Et donc là, ça va être de poser l'anatomie, par exemple. Donc des fois, les parents ont très très peur que ces cours, par exemple, aient lieu si tôt. Et c'est très important en fait que ces cours aient lieu si tôt parce qu'en fait, les agressions, elles ont lieu aussitôt. Ok. Et les chiffres sont avec 3 enfants par classe en fin de CM2 qui ont déjà subi des violences sexuelles. C'est absolument faramineux. On doit aider ces enfants. Excuse-moi. Ouais. 3 enfants, c'est-à-dire 3 enfants dans la Tu classe. prends une classe de fin de Ouais. CM2, il y en a 3 dans ta classe qui ont subi des violences sexuelles. D'accord. Que sexuelles, hein, je ne parle même pas d'autres violences psychologiques, physiques, etc. Je parle juste des violences sexuelles. Ok. C'est absolument énorme. Ces enfants, on doit les aider. On a même un devoir moral, civique, de pouvoir leur venir en aide. Et pour des raisons idéologiques, c'est pas le cas. On n'arrive pas à rentrer bien dans les écoles, alors que ces programmes, ils sont disponibles en ligne. Donc je recommande à tous les parents d'aller en ligne, d'aller regarder ces programmes. Moi, j'en ai fait un petit peu. À une période, j'ai à chaque fois demandé à ce que les parents viennent. Je l'ai fait pendant à peu près 4-5 ans. Je l'ai eu une fois, les parents qui sont venus. Et donc ça, c'est quelque chose, je pense que... Et en fait, les parents, quand ils sont venus, ils m'ont tous dit « mais j'aurais trop aimé avoir ça assez tôt ». Bonjour, c'est Aurore Malé-Carras, je suis docteur en neurosciences et sexologue et je suis sur Stay Tuned TV. Voilà, tu me regardes. Alors attends. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec Madame Aurore Malé-Carras. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Ça fait plaisir de t'avoir sur Stay Tuned. On fait, comme je l'avais dit à d'autres invités, j'essaie d'ouvrir un petit peu le champ de la ligne éditoriale. Tu es docteur en neurosciences et sexologue. Tu t'intéresses au lien entre la sexualité et les fonctionnements du cerveau. Tu viens de sortir ton premier livre, Cerveau, sexe et amour, aux éditions Humaine Science. C'est ça ? C'est ça. Ok. En fait, quand j'ai lu le livre, je me suis aperçu en fait que pas que tu t'attachais, mais en fait tu t'appuyais sur les recherches académiques de chercheurs pour mettre en lien les thématiques de l'amour, le sexe et le cerveau, c'est ça ? C'est exactement ça. Quel a été ton déclic pour l'écriture de ce livre ? Alors, ce livre, il m'est vraiment, venu pour pouvoir amener au plus grand nombre toutes ces recherches en neurosciences sur les thématiques de l'amour, et j'ai choisi les différents chapitres et ces thématiques-là précisément en fonction des questions que je voyais qui m'arrivaient avec les personnes en cabinet, mais aussi ça fait quelques années que je travaille dans les médias et que je suis interviewée, je vois comment les questions, c'est-à-dire quelles questions me sont amenées et comment est-ce que les questions me sont formulées, et je vois le décalage qu'il va y avoir entre là où on en est en sciences, comment est-ce qu'on va réfléchir en sciences, et en fait le décalage qu'il y a avec le grand public, et l'idée était vraiment de pouvoir amener au plus grand nombre toutes ces connaissances. Je saute un peu les étapes, en tout cas par rapport au bouquin. Moi, je vais un peu évoquer les thématiques qui m'ont un peu interpellé. Et il y a une thématique sur le lien entre parental, enfant. Tu évoques, alors je crois que c'est un chercheur qui évoque l'aspect des 1000D, les 1000 jours, et que durant ces 1000 jours, il est impératif que l'enfant soit dans une posture de sécurité, afin qu'il n'y ait pas d'interférence dans sa vie d'adulte, c'est ça ? Oui. Alors, en fait, ça, c'est une notion qui est connue depuis très très longtemps en neurosciences, dans ce qu'on appelle la neuroscience du développement du système nerveux. Et donc, les 1000 jours, c'est depuis la conception jusqu'à 1000 jours de la vie de l'enfant. En fait, on sait que c'est là où va y avoir tout qui va se mettre en place d'un point de vue physiologique et aussi d'un point de vue, du coup,
cognitif. Donc on connaît assez bien en France les travaux de Piaget par exemple, le fait qu'un enfant, alors par exemple on connaît tous le fait qu'un enfant vers 1 an sache marcher, etc. Puis après il va y avoir tout le développement cognitif avec le cap des 7 ans où l'enfant commence à connaître un peu plus le nombre, et en fait il va y avoir un petit peu toutes ces étapes-là qui sont importantes, et l'idée est en fait d'expliquer comment l'environnement va pouvoir façonner en fait des choses qui sont physiologiques, et qu'on peut retrouver après à l'âge adulte, et que s'il va avoir par exemple des traumas ou des interférences, comme tu le disais, à cette période-là, en fait, ça peut aller, ça va avoir des, comment dire, des répercussions qui sont pas totalement irrémédiables non plus, mais ça peut avoir des répercussions à l'âge adulte, d'où le fait de prendre soin des parents pour qu'ils prennent aussi soin des enfants. Tu parlais des interférences, donc il y a aussi donc la maladie, parce qu'on parle de maladies cardiovasculaires, AVC notamment, oui. C'est ça, qui oui. Peuvent justement être en lien avec ce manque de sécurité pendant ces 1000 jours. Alors si je vais faire un gros dézoom, justement pour faire le lien avec la première question, pourquoi j'ai voulu aussi amener ça et pourquoi je l'ai mis aussi en avant, cette notion-là, c'est parce que, en fait, très souvent, en France, on a tendance à séparer, ça j'en parle beaucoup dans le livre, justement, le corps et l'esprit, un peu comme une vision très judéo-chrétienne. Et maintenant, on en revient un petit peu, mais ce que je vois aussi beaucoup sur Internet, dans les interviews, etc., qu'on va aussi beaucoup séparer la psychologie et la physiologie du reste du corps. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'aime bien casser aussi, parce que le cerveau, c'est pas une espèce de machin qui est dans un bocal qui fonctionne à côté, et ton corps, il fonctionne à côté. Donc, du coup, c'est aussi important de montrer que, en fait, s'il y a des maladies générales sur ton corps, à ce moment-là, ça va avoir un impact aussi sur le développement de ton cerveau. Alors, il n'y a pas, évidemment, rarement, comme dire, des maladies comme des AVC chez des enfants, c'est rare, mais ça peut être d'autres types de maladies qui peuvent intervenir et qu'on peut retrouver après. Ce qu'on va aussi retrouver de manière un peu plus pratico-pratique en cabinet, c'est un enfant a été très malade, parce que maintenant, il y a beaucoup, par exemple, de cancers chez des enfants. En fait, l'éducation des parents va changer, et donc du coup ça peut laisser des impacts après à terme, et ça les gens le disent tout à fait. J'ai été très malade quand j'avais 2 ans, j'ai eu quelque chose, etc. Et donc du coup la famille va s'organiser autour de l'enfant. Là on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on parle des enfants. Oui. L'enfant est grandi, il y a la présence des smartphones qui est là. Il y a des ados qui ont des smartphones, ils sont forcément en lien avec des images, et ils peuvent voir justement des films pornographiques. Quel impact ça a sur les ados? Alors ça, j'en ai pas parlé dans mon livre. Non. En fait, mais c'est une très bonne question. Non, c'est parce qu'en fait, cette question-là, j'ai vu beaucoup de documentaires là-dessus, sur ce point-là, et c'est vrai qu'on alerte, mais j'aimerais bien effectivement qu'on puisse mettre ça en lumière. Une des raisons pour lesquelles justement je ne voulais pas trop rentrer dans les détails dans ce livre-là, c'est parce que la recherche, elle est au début. La recherche scientifique a besoin de beaucoup de temps. Sur cette question-là très précisément, la recherche scientifique, elle est qu'au début. Le dernier gros rapport qui est sorti, c'était il y a à peu près 1 an et demi, où il y a des chercheurs qui ont fait ce qu'on appelle une méta-analyse. Ils ont repris toutes les revues de la littérature avec des critères de qualité de recherche particuliers. Et à ce moment-là, ils ont dit qu'en fait, actuellement, c'est très difficile de conclure. Donc c'est important de le poser parce que moi je vois énormément de choses dans les médias. Moi ma spécialité en cabinet, une de mes spécialités, ça va être justement les violences sexuelles. Donc derrière tout ça, il y a toujours l'idée de comment protéger nos enfants. En réalité, la plupart des violences sexuelles, c'est pas avec le porno, et ça arrive bien avant l'adolescence. Donc le lien qui aurait avéré entre violence sexuelle et pornographie, il n'est pas vraiment établi. Ce qu'on observe très clairement, à tout âge, pas d'ailleurs que chez les ados, c'est quand des personnes sont forcées à regarder des films pornographiques. C'est là où il y a beaucoup de biais dans la littérature, et on confond le fait de regarder, de tomber sur une image à caractère pornographique et de le regarder avec curiosité, et le fait d'être forcé à. Le fait d'être forcé à, peu importe quoi, d'ailleurs, tout acte à caractère sexuel, c'est une infraction, c'est une violence. C'est très compliqué, d'un point de vue scientifique, de faire la dissociation entre
J'ai été forcée à, elle n'est pas toujours faite dans la littérature scientifique, où je suis tombée sur ces images et je les ai vues. Donc la recherche, elle est réellement très très difficile, on ne peut pas vraiment conclure. Et c'est important de le poser parce que j'entends tout sur Internet. Il y a beaucoup de recherches qui sont mal faites à ce sujet-là. Elles ont été faites très très rapidement. C'est beaucoup de recherches des années 2010 qui sont très critiquées actuellement. Et par contre, il y a beaucoup de personnes qui ne viennent pas de la recherche scientifique, qui sont des journalistes, qui sont des thérapeutes XYZ, des fois même des médecins, mais les médecins ne sont pas formés de la même manière que nous, on est formés. Et donc du coup, tout ça, ça vient vraiment brouiller les pistes pour, comment dire, les citoyens. Et du coup, il y a beaucoup d'idéologie derrière tout ça. Il y a aussi des études qui vont même montrer que ça a des caractères plutôt positifs, notamment pour des communautés LGBT. Ça fait très longtemps aussi que la pornographie, parce qu'elle est aussi faite maintenant par des particuliers, qui va montrer tout type de corps, tout type de phénotype, c'est-à-dire comment dire, de corps, de couleur de peau, d'ethnicité, de tout ce qu'on veut, qui vont être différents, tout type de pratiques différents. Donc au contraire, des personnes qui vont pas être, habituellement représentées dans la mode, etc., étaient représentées depuis très longtemps dans la pornographie. Donc, il y a des études qui vont montrer que la pornographie peut avoir, aussi, dans certains cas, des choses plutôt positives. Donc, elle est très complexe, cette littérature, et là, le message qui est plutôt à donner, c'est on se calme, on attend, on laisse les chercheurs travailler un petit peu plus, on a besoin encore d'un petit peu de recul pour que ces ados grandissent et on voit ce que ça peut faire. La question du consentement, elle est importante. Il y a un problème quand on est dans une société où on éduque les jeunes filles à être des bonnes filles, à accepter. Et là-dessus, sur la notion du sexe, comment on peut amener la chose auprès des enfants? Avec ses enfants. Alors, la première chose, c'est réellement soutenir tous mes collègues qui font de l'éducation à la sexualité à l'école. Ça, c'est vraiment le gros problème qu'on a à l'heure actuelle. La loi n'est pas appliquée. Donc, en 2001, il y a une loi qui impose à ce que tous les enfants, depuis la 3e section de maternelle jusqu'à la fin du lycée, aient plusieurs heures, normalement, c'est 3 heures par année, de cours d'éducation à la sexualité. Et c'est très large. Et donc là, ça va être de poser l'anatomie, par exemple. Donc, des fois, les parents ont très très peur que ces cours, par exemple, aient lieu si tôt. Et c'est très important, en fait, que ces cours aient lieu si tôt, parce qu'en fait, les agressions, elles ont lieu aussitôt. Et les chiffres sont avec 3 enfants par classe en fin de CM2 qui ont déjà subi des violences sexuelles. C'est absolument faramineux. On doit aider ces enfants. Excuse-moi, Ouais. 3 enfants, c'est-à-dire 3 enfants dans la classe. Tu prends une classe de fin de CM2, il y en a 3 dans ta classe qui ont subi des violences sexuelles. D'accord. Que sexuelles, je ne parle même pas d'autres violences psychologiques, physiques, etc. Je parle juste des violences sexuelles. Okay. C'est absolument énorme. Ces enfants, on doit les aider. On a même un devoir moral, civique, de pouvoir leur venir en aide. Et pour des raisons idéologiques, c'est pas le cas. On n'arrive pas à rentrer bien dans les écoles, alors que ces programmes, ils sont disponibles en ligne. Donc je recommande à tous les parents d'aller en ligne, d'aller regarder ces programmes. Moi, j'en ai fait un petit peu à une période. J'ai à chaque fois demandé à ce que les parents viennent. Je l'ai fait pendant à peu près 4-5 ans. Je l'ai eu une fois, les parents qui sont venus. Et donc ça, c'est quelque chose, je pense que... Et en fait, les parents, quand ils sont venus, ils m'ont tous dit « mais j'aurais trop aimé avoir ça assez tôt ». Mais ils sont venus peut-être une fois parce que ça les a rassurés la première fois, ils se disent... Ah non, c'était chaque année des parents différents. Ah oui, d'accord, ok. Donc non, c'était juste... alors, ils faisaient confiance à l'école, etc., donc c'est très bien. Mais... au contraire, après, moi, j'en parle aussi dans le privé avec des amis, des collègues, etc. Et en général, il y a un très très bon retour de la part des parents. Donc, il ne faut pas avoir peur que vos enfants aient accès à ces contenus pédagogiques. Et en vrai, les adultes sont toujours très très contents, en plus d'être rassurés, parce qu'en fait, des fois, ils apprennent aussi des choses. Et en réalité, je pense qu'on aurait tous aimé avoir ça, aussi jeune. Okay. Et ils sont faits justement pour ne pas effrayer les enfants.
Et ça, c'est important parce qu'évidemment, en tant que parent, on a peur, on se dit qu'est-ce qu'ils vont dire à nos enfants. Et en réalité, non, ces pensées, c'est des programmes qui sont faits, qui sont réfléchis depuis des décennies, qui sont mis à jour, voilà, donc avec des professionnels de l'enfance. Donc, c'est pour moi la première chose à faire, c'est de soutenir mes collègues qui font ça. Ouais, on soutient les collègues. Bon, moi j'ai l'art et la manière de passer du coq à l'âne, des fois ça n'a aucun sens, etc. Ça me va. Il y a de plus en plus de... Voilà, les couples se disloquent, il y a des séparations. Ouais. Il faut, je sais pas, mais en tout cas il y a des histoires après qui repartent. Ouais. Et entre les deux, souvent on enchaîne des histoires. On parle de deuil, souvent. On dit que c'est bien des fois de faire son deuil, de se retrouver un petit peu face à soi-même, etc. De poser, de faire le point. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne prend pas le temps de passer à cette étape de deuil? C'est une bonne question. Merci. Alors, mais c'est vrai, c'est une très bonne question. Je pense que déjà... tout le monde ne réagit pas de la même manière, il n'y a aucune histoire qui est la même, il n'y a aucune rupture qui est la même. Il y a des fois, au final, il n'y a pas tellement de deuil à faire. Des fois aussi, il y a des histoires où, la rupture, elle est réfléchie. Elle est, digérée, elle est maturée. Et en fait, le deuil, il est fait au moment où il y a la rupture et il y a la séparation. Des fois, c'est pas le cas. Donc, la première chose c'est cette question, elle m'évoque, c'est d'abord, en fait, faut s'écouter soi et de quoi on a besoin. Le risque, si on le fait pas bien, c'est que des fois, il y a des... Alors, il peut y avoir des histoires qui peuvent traîner, ça peut peut-être impacter la relation qu'on est en train de construire si on est encore en train de se poser des questions et faire des va-et-vient. On peut passer à côté de belles histoires. C'est plus pour la suite, en fait, de ne pas être serein quand on recommence à rencontrer une autre personne. On a besoin d'être un petit peu disponible, en fait, d'un point de vue simplement en termes de ressources, qu'elles soient temporelles ou cognitives, en fait, émotionnelles. On parle de séparation, rencontre. Souvent, maintenant, il y a les applis de rencontre. Et donc, on les utilise. Il y a des réflexes. On prend, on jette, on recommence. Il y a ce biais-là de consommation, là, je trouve. Ouais. Moi, je sais que j'avais interviewé une personne qui s'appelle Stéphanie Briand, qui travaille beaucoup sur le souffle, sur l'émotion, etc., qui disait que être trop sur les applications n'était pas forcément... pouvait devenir nocif. Oui. Alors, je ne sais pas ce que toi, tu penses de ça. Est-ce que, justement, d'être trop présent sur les réseaux sociaux, sur les applications de rencontre, à un moment donné, ça crée des réflexes qui ne sont peut-être pas forcément positifs sur le temps? Oui, alors ça, c'est un vrai grand sujet. Il y a eu plusieurs vagues, en tout cas, d'utilisation depuis ces dernières années, parce que ça fait longtemps maintenant que c'est là. Moi, ce que j'observe beaucoup, c'est que là, déjà, il y a un retour vers une utilisation plus consciente des applications de rencontre. Il y a eu une période, je dirais, peut-être un peu avant le Covid, où les applications, ça a été un peu dans tous les sens, dans une espèce vraiment de surconsommation. Ce que moi j'ai beaucoup vu en cabinet et ce que des collègues aussi ont vu, le problème des applications, la plupart et les plus connues, ça va être que en fait, il va y avoir très peu de femmes et beaucoup d'hommes. Et les hommes sont en fait eux qui payent. Et donc du coup, les hommes vont payer, vont avoir peu de femmes qui vont être peu disponibles. Et les femmes, elles vont avoir, je ne sais pas, 100 demandes. C'est impossible de répondre à ça. Et les hommes, ils ont 2 conversations ouvertes et les femmes, elles en ont 100. Donc en fait, ça pose un vrai problème. Et il y a une vraie frustration chez les hommes. Et du coup, moi, ce que j'ai vraiment vu, c'est des rapports assez agressifs des deux côtés. Parce que les hommes étaient frustrés, ce qui se comprend tout à fait, et des femmes qui se prenaient une violence en face et qui du coup devenaient assez
défensive. Et donc du coup, ça a créé beaucoup de frictions. Ça a été assez problématique parce que il y avait en plus des mauvais usages avec des envois de photos qui n'étaient pas, demandées, des insultes qui pouvaient arriver vite aussi. Donc ça a pas mal abîmé les gens. Donc moi, ce que je vois actuellement, maintenant, c'est un retour à quelque chose d'un peu plus conscient, vers d'autres types d'applications aussi, pour éviter qu'il y ait ces difficultés, ce stress que ça génère. Puis une perte de temps aussi parce que on se dit c'est bien, enfin comment dire, on se dit on va commencer à rencontrer quelqu'un, la rencontre se passe bien, puis en fait on discute, puis on prend rendez-vous, puis arrivé au rendez-vous, paf, on se rend compte que non, ça va pas le faire. Ça c'est des choses qui arrivent aussi beaucoup, qui sont très décevantes et qui sont très très consommatrices de temps, d'énergie, d'argent aussi des fois. Et donc ça a beaucoup aussi fatigué les gens. Pour l'instant, les sites de rencontres, il y a beaucoup d'ambivalence dans le paysage actuel autour des sites de rencontres. L'orgasme sexuel, ouais. C'est quoi? C'est une montée de tension? L'orgasme, c'est un réflexe. C'est un réflexe. C'est un réflexe, au même titre que quand on va chez le docteur et qu'il nous tape sur le genou et que le genou il fait paf. En fait, le réflexe, c'est ça. D'un point de vue physiologique, un réflexe, c'est une réaction nerveuse qui passe pas par le cerveau. Donc c'est par exemple si je reprends mon genou, mon tendon sent une information, le nerf le renvoie et ça passe dans la moelle épinière, il y a un neurone dans la moelle épinière et paf, on le renvoie vers le muscle. Okay. Donc l'orgasme, c'est une base réflexe. Après, c'est encore l'aventure pour nous scientifiques. Ouais, ça reste encore assez mystérieux, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal parce que en fait, ce réflexe se crée avec une tension qui build up en anglais, qui s'ajoute, qui se construit, qui monte, et après, ça mène à un relâchement. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les choses sont posées, elles sont analysées et on fait des schémas. Ah oui. Et ça, j'aime bien finalement, parce que ça permet de conscientiser les choses. Et donc, il y a le cycle de la réponse sexuelle. Oui. Avec un schéma sur le plaisir, avec le rapport au temps, ouais. Avec en entrée une excitation. Ouais. Ensuite, il y a un plateau. Oui. L'orgasme. Ouais. Et ensuite, il y a cette étape qui est la résolution. Ouais, la résolution d'orgasme. Ouais. La résolution d'orgasme. Lorsqu'on évoque, par exemple, la dépendance sexuelle. non, mais je vais savoir à quel moment, si on refait ce schéma, on va le voir à l'écran. Le circuit, il va être comment? Alors déjà, merci, je suis très contente d'avoir ce retour sur les schémas, parce que ça a été vraiment une volonté de ma part de pouvoir mettre des schémas, parce que moi je viens de biologie, et en biologie on a besoin de schémas, et j'ai vraiment eu des éditeurs qui ont été super sympas parce qu'ils m'ont permis d'en mettre autant que je voulais. Donc je suis contente d'avoir ton retour, je leur ferai passer, parce qu'en effet on voit mieux un bon schéma vaut mieux qu'un long discours. Cette réponse sexuelle, en fait, c'est une réponse qui a été décrite par Masters et Johnson, comme j'explique dans le livre, qui montre les étapes qu'il va y avoir justement autour de ce réflexe et de cette réponse physiologique. Donc on va être dans quelque chose de très très corporel. En fait, il y a une excitation, il y aura très peu, en tout cas dans la manière dont cette recherche avait été menée, on n'a pas été chercher l'aspect plutôt psychologique. Okay. Donc ça va être, j'appuie sur le bouton, il y a ce build-up, je stimule des zones érogènes d'un point de vue manuel, physique, enfin vraiment c'est très très physiologique en fait cette réponse sexuelle. D'accord. Donc la question de la dépendance, elle n'intervient pas à cet endroit-là. Là, elle est plus dans le côté on va dire émotionnel, c'est ça? Et c'est une très très bonne remarque. Est-ce que la dépendance est émotionnelle? C'est une vraie question. Alors en fait, la question de la dépendance, il y a des gros débats actuellement en neurosciences sur les questions de la dépendance, en recherche vraiment fondamentale. Moi, je suis une grande fan du système dopaminergique. Je vais consacrer un chapitre entier à la dopamine parce que on va en parler. C'est un système absolument magnifique. Moi, j'adore. En tout cas, la dopamine, ça a été vraiment mon dada. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont mal transmises au grand public autour des dépendances. Des fois, il y a des habitudes
notamment dans ce qui concerne ce qu'on appelle les dépendances comportementales, et en recherche, mais aussi sur le terrain, des fois on se demande vraiment si c'est vraiment de la dépendance ou si c'est pas des habitudes. Tu as l'habitude, le cerveau il adore les habitudes. On est une machine à faire des habitudes, on adore faire ça. Le cerveau il est très paresseux. En fait, tu te rends pas compte, mais toute ta journée, il y a plein de trucs que tu fais un peu en pilote automatique. Il y a des routines, effectivement. Exactement. Et il y a beaucoup d'aspects dans la dépendance, notamment dans les dépendances comportementales, qui reposent sur ces questions d'habitude, en fait. Okay. Donc, il y a beaucoup de dépendances dites sexuelles. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent sur des questions de dépendance sexuelle. En réalité, ça n'en est pas du tout. Okay. Et en fait, ça se règle entre guillemets facilement en changeant des habitudes comportementales et on fait un truc un peu sur mesure avec les personnes. Il n'y a pas besoin d'aller voir un addictologue. Donc c'est-à-dire en fait il y a une sorte tu conscientises un peu cette routine en disant mais là en fait c'est une routine, regarde tu reproduis la même chose quoi. Ok. Ouais. Et là après ça peut bouger dans le mental. Ça peut bouger après en comportement, dans le mental, mais aussi comportementalement en fait. Ouais, okay. Et c'est ce qu'on a besoin en fait, simplement de pouvoir apaiser les gens. Donc, pour retrouver une libido, il faut déjà se poser les bonnes questions. Puisque la première chose qui va impacter la libido, c'est la fatigue. Si on reprend ce schéma, là, cycle de la réponse sexuelle, mais est-ce qu'il existe d'un point de vue émotionnel? Ah, grande question. Alors, en fait, pour répondre à ça, il faut voir un petit peu sur des questions de définition des émotions. Qu'est-ce qu'une émotion, etc. Donc, c'est intéressant comme question. J'avais pas comment dire, sur cet angle-là. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des débordements émotionnels qui pourraient, j'y avais jamais pensé, mais en effet, évidemment, il y a un lien entre l'émotion et notre réponse sexuelle et notre réponse physiologique. Ouais. L'émotion, moi j'aime bien revenir sur l'étymologie des mots. Oui. Émotion, ça vient du latin émovere. C'est ce qu'il met en mouvement. Donc il faut qu'il y ait un stimuli qui soit assez fort pour te dire « Eh oh, on va s'activer là-haut pour que ça bouge, pour que ton corps il dépasse. » Alors d'un point de vue plutôt, neurophysiologique, le corps fonctionne beaucoup, enfin le neurone, la physiologie même de la cellule nerveuse, elle a une mode d'action qui fonctionne beaucoup comme la réponse sexuelle avec, dans notre jargon, une dépolarisation, puis un potentiel d'action. On va voir aussi l'excitation de la membrane et qui va amener à une réponse, un pic tout ou rien, puis après une phase de résolution. Donc, oui, en fait, c'est un petit peu comme ça que fonctionne le système nerveux. Alors, il y a aussi un autre aspect, c'est l'aspect mental, parce que le mental, il a un impact aussi sur l'activité sexuelle. Et souvent, c'est quelque chose qu'on balaie, qu'on oublie, non? Alors, moi, je dirais pas du tout qu'on l'oublie et qu'on le balaie. Je pense en tout cas, là, j'ai l'impression que ça bouge plus, mais j'ai l'impression qu'avant, on ne faisait pas le lien entre, la fatigue, etc., alors, la dépression... Oui. Alors ça, en fait, les professionnels l'ont toujours fait, mais c'est vrai que dans le grand public, c'est des choses dont on parlait peu. Après, encore faut-il bien en parler, ce qui est encore une autre question. Mais ça, c'est justement dans la partie dans mon livre où je parle de la réponse sexuelle. Juste après, j'ai parlé de Kaplan, qui était une chercheuse aux États-Unis qui a repris justement le modèle de la réponse sexuelle de Masters et Johnson et qui a mis justement le désir qui est beaucoup plus psychologique, qui est beaucoup plus émotionnel, qui est beaucoup plus psychologique, comme amorce pour la phase d'excitation. Et donc ça, nous, professionnels, en fait, on le prend tout à fait en compte, en fait. Tu parlais de dopamine. Oui. La dopamine, c'est quoi? C'est une molécule? C'est une molécule, exactement. Donc dans nos corps, il y a plein de molécules, des protéines, enfin c'est très large le terme de molécules. En fait, la dopamine, c'est un neuromodulateur. Okay. Donc, dans nos neurones, les neurones vont parler entre eux. Il va y avoir un congrès. Un congrès, une symphonie plutôt. Mais en fait, voilà, les neurones vont pouvoir se passer une molécule entre eux au niveau de la synapse. Et donc, il va y avoir plein de types de molécules. Il va y avoir des neurotransmetteurs et des neuromodulateurs. L'exemple qu'on prend la plupart du temps à l'école, c'est le neurotransmetteur, c'est comme un interrupteur. Je peux inhiber ou activer le neurone après.
Donc j'appuie sur on ou j'appuie sur off. Le neuromodulateur, c'est comme les lampes à gradation qu'on peut avoir avant dans les halogènes, où on fait... voilà, exactement. Et la dopamine, c'est un neuromodulateur qui va donc moduler les réponses neuronales de plein d'autres neurones dans le cerveau. Le lien avec le bonheur... On oublie. On oublie ça. On oublie ça. Non, ça c'est un truc où on est beaucoup de mes collègues à essayer de balayer ça pour le grand public. D'ailleurs, j'ai le livre d'un ami, Albert Moukaïber, qui va sortir en même temps que le mien, qui s'appelle Neuromania, que je recommande à tout le monde. C'est noté. Voilà, où il va justement aussi bien expliquer qu'est-ce que c'est que la dopamine, qu'est-ce que c'est pas. Et on se fait assez écho sur ça, mais nous, il n'y a pas de neurotransmetteurs de l'amour, du bonheur, de l'attachement, de je sais pas quoi. Ce qui va se passer, c'est que des fois, on va les découvrir dans tel ou tel contexte, et donc du coup, ils ont un petit peu été médiatisés de cette manière-là. Mais c'est absolument pas comme ça que ça marche dans le cerveau. Okay. Notre cerveau, il parle pas le même langage que nous. C'est pas comme ça du tout qu'on peut réfléchir. Au contraire, ça amène à beaucoup d'erreurs de pensée comme ça. Donc la dopamine, par exemple, elle est très très importante dans la réponse motrice. Donc, les personnes, par exemple, qui ont Parkinson, en fait, vont avoir une dégénérescence des centres du cerveau qui produisent la dopamine. Aucun rapport avec le bonheur, l'amour, la liberté, que sais-je. Peut-être tu as des patients en général. Moi, je parle de personnes. En fait, personnes. Et souvent, il y a... Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Est-ce que c'est... la monotonie dans le couple, ou le fait que ça s'éteint et que les gens veulent un petit peu redresser la barre, faire en sorte de repartir de zéro? Est-ce que ça, c'est des questions qui reviennent souvent? Dans les couples, oui, il y a beaucoup cet éloignement, en fait, que la vie peut amener au fil du temps. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Il va y avoir aussi après toute la question des mésententes, on ne s'entend plus, qui n'est pas nécessairement la même chose qu'un éloignement. Et il y a aussi cette idée de surprise, finalement, pour faire en sorte que l'histoire tienne un peu plus ou dure un peu plus. Alors... Parce qu'à un moment, je crois que tu prends l'exemple d'un tronc d'arbre, je crois, qui peut potentiellement s'écraser sur une autoroute. Ah oui. Pour casser peut-être la routine ou les habitudes. Ouais, c'est dans la question justement des habitudes. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le cerveau, il est hyper paresseux, il adore les habitudes. Ça consomme moins de sucre, en fait. Simplement, ça consomme moins d'énergie. Donc, il va tout faire en routine, en habitude. Émotionnellement, nous, on est sécurisés par ces habitudes. On sait ce qu'on va avoir, on sait que les choses vont se passer toujours de la même manière. C'est très apaisant, en réalité. Par contre, au bout d'un moment, c'est un petit peu trop... ennuyant, c'est un peu plan-plan. Si on casse une habitude, ça peut être lors d'une rupture amoureuse, ça peut être lors d'un déménagement, ça peut être parce qu'on change de travail, plein de raisons. En fait, pour notre neurone, ça va être les habitudes, ce qu'on a l'habitude, nous, neuroscientifiques, d'employer comme métaphore, c'est les habitudes, c'est l'autoroute. On a l'habitude, ça roule, c'est fluide, c'est cool. S'il y a ce type de changement, où on change les habitudes, en fait, l'autoroute, elle est explosée. Et il faut aller trouver par d'autres routes pour aller de notre point A à notre point B. C'est hyper coûteux en termes de demande énergétique, de cognition, vraiment de refaire des chemins neuronaux, etc. C'est comme si, en fait, il faut passer de l'autoroute à la forêt vierge, puis on y va avec la machette, on fait un petit peu d'espace, puis après, petit à petit, il faut repasser, ça fait un petit sentier, puis après, on met... des petits pavés, puis après on met du béton, puis après on met plus de voies. Des immeubles. Voilà. Quel était ton objectif par rapport à ce livre? Tu m'avais dit en off que tu avais écrit ce livre comme si c'était une première année de... Ouais, un cours de première année. Un cours de première année. Ouais. Alors, en fait, justement, ça, c'est parce que, comme je te le disais tout à l'heure, je vois beaucoup de personnes qui m'arrivent en cabinet ou des journalistes qui m'arrivent, qui me posent des questions, et je vois que on parle beaucoup de ces questions actuellement. C'est des questions très chaudes, brûlantes, ça intéresse tout le monde. Et
Il y a beaucoup de personnes qui se permettent d'en parler qui n'y connaissent rien. Ça a été beaucoup réutilisé lors des élections, notamment sur des questions de sexe, de genre, de transition, qui sont parties dans absolument tous les sens par des personnes qui ne sont pas du tout scientifiques. Je vois aussi des couples qui ne se comprennent pas sur ces questions-là parce qu'ils ne lisent pas les mêmes choses. Et donc en fait l'idée pour moi était de prendre en fait le contre-pied total de ce qu'on pouvait voir sur internet, dans les réseaux, et de dire en fait si vous voulez parler de ça, le cadre c'est ça. La biologie, elle nous pose un cadre. Et en France, la question de la biologie fondamentale, elle est très très peu abordée. On va parler soit de trucs très psycho, couple, machin, soit de médecine, avec beaucoup d'hygiénisme, on appelle ça, mais de santé sexuelle. Le fait qu'en fait, il y ait un cadre de Darwin qui est là et qui peut... Mais en fait, on ne peut pas faire n'importe quoi. Puis il y a des choses, par exemple, la question du genre ou c'est quoi le sexe. En fait, nous, les biologistes, ça fait 150 ans qu'on y a répondu. Okay. Donc en fait, l'idée est de pouvoir recadrer, simplement, et ce recadrage... Pour l'avoir expérimenté en cabinet ou avec des personnes, des journalistes avec lesquels j'échange, en fait, amène énormément d'apaisement, énormément de clarté. Et ça permet aussi de recadrer certaines dérives qui peuvent être parfois idéologiques sur ces questions-là. Et je pense que les gens ont besoin de pouvoir faire ces choix de manière éclairée. Sauf que ces pensées dualistes et genrées, ces représentations dualistes et genrées, elles affectent encore nos choix aujourd'hui. Par exemple, en tant que thérapeute, j'ai pu constater à quel point les hommes ne vont que trop peu chez le psy. Je vais te donner une série de mots, et instinctivement, et peut-être un peu plus, tu me donneras ton ressenti en quelques mots, en quelques phrases. D'accord. T'es prête ? Allons-y. Si je te dis féminisme. C'est large, hein ? C'est très large. Mais de manière spontanée, comme ça. Premier mot, j'ai envie de dire, ce serait une chance, parce que ça a quand même changé énormément de choses et tout le monde bénéficie. En réalité, le féminisme a mis énormément d'aspects positifs pour absolument tout le monde. Que ce soit l'accès à la meilleure santé, meilleurs soins aux enfants, meilleurs soins des femmes, meilleure liberté économique. Il y a beaucoup d'études qui montrent aussi que, en fait, je crois que j'en ai pas bien parlé ou pas assez dans mon livre, qu'en fait, quand on permet quand on finance une émancipation féminine, en fait, on change plein de choses dans la société. Et notamment, les familles vivent mieux et toute la famille bénéficie, pas seulement les femmes, mais aussi les hommes. Musique. Ah, c'est de l'eau la musique. On ne pourrait pas vivre sans eau, on ne pourrait pas vivre sans air, on ne pourrait pas vivre sans musique. Études. Il y a beaucoup de choses sur les études. Il y a l'étude qu'on nous demande à l'école qui est rébarbative. Il y a les études, de recherche. Il y a une étude, de curiosité qui va nous pousser individuellement à étudier. Donc, terme très large, je dirais. Humain. Le premier mot, ce serait semblable. Et j'ai l'impression que tu as besoin en fait d'avoir, et je le vois dans les recherches académiques, il y a le côté un peu recherche, étude, analyse, mais il faut aussi le terrain. Et finalement, j'ai l'impression que toi, tu fais les deux, quoi. Alors moi, je suis vraiment biologiste de formation. D'accord. Je suis l'archétype de la gamine qui a passé sa vie devant les documentaires animaliers et qui voulait être vétérinaire et tout. Donc, c'était vétérinaire. Ah ouais, moi j'ai passé... Non, moi l'animal a été... je me suis vraiment, beaucoup nourrie de musique d'ailleurs, mais aussi beaucoup d'éthologie, donc tout ce qui va être le comportement animal. Et en biologie, tu peux pas te passer du terrain. Tu ne peux pas, ça n'a pas de sens. Et l'aspect trop théorique, trop intellectuel, ça me gonfle. Puis en plus, tu peux faire des erreurs. Et tu as besoin de cette vérification sur le terrain, pratico-pratique. Et ça, la biologie, moi, elle m'a beaucoup nourrie de ce côté-là. Et les neurosciences au pluriel permettent justement cette expérimentation qui te permet de réfléchir d'un point de vue théorique, mais aussi de le valider expérimentalement par l'observation d'animaux, d'êtres humains, d'expériences
que tu vas créer, toi, en laboratoire, etc. Il y a un mot aussi qui est important chez toi, c'est le mot transmission, passeur. Ouais. C'est à l'ouverture du livre d'ailleurs. Hein, en quoi ces mots sont importants? Ah, ben parce que c'est, comment dire, comme je te le disais, voilà, j'ai voulu écrire ce livre pour permettre aux personnes d'avoir accès à ces informations. Donc c'est réellement un livre de transmission et comme je te l'ai dit, je l'ai vraiment pensé comme un cours de première année. Tu peux pas commencer à faire, j'en sais rien, des équations du second degré si tu n'as pas l'étape de multiplication. Quand tu apprends à l'école, tu apprends des choses étape par étape. Ce que je vois beaucoup, c'est des mauvaises informations qui circulent avec des personnes qui ne sont pas du tout scientifiques, mais qui vont se mettre à parler, par exemple, de concepts assez précis, en termes, je ne sais pas, par exemple, de trucs de féminisme ou de trucs d'hormones. Beaucoup de coachs en séduction qui vont parler d'hormones et qui vont dire, bah, en fait, c'est comme ça chez l'homme, chez la femme, etc. Mais ils ne savent même pas ce que c'est qu'une hormone. Et donc, du coup, l'idée était de revenir dans une position qui est beaucoup plus... je fais de la formation aussi à côté de mon travail en cabinet, de cette position en fait de formateur et de professeur. Mais en fait, le CP, c'est ça en fait. Donc, avant d'aller chercher midi à 14h, on va revenir sur plancher des vaches. C'est une expression que je reprends beaucoup en disant, bah, en fait, non, le cadre, c'est ça, une hormone, c'est ça marche de telle manière. Et si vous voulez parler de ça, c'est bien, mais on revient là. La base, scientifique, les fondamentaux. Voilà. Et juste en aparté, j'ai eu un flash justement quand tu as parlé justement de cet aspect scientifique. À un moment, tu parles de mâle alpha. Ah oui. Le mâle alpha, c'est quoi exactement? Alors, le mâle alpha, c'est une erreur scientifique d'un éthologue qui a travaillé sur le comportement des loups et qui, observant la meute, voyait qu'il y avait un adulte qui semblait diriger un peu plus le groupe. Il pensait que c'était un mâle, il l'appelait mâle alpha. Donc ça, c'était son premier papier. Les papiers suivants, il a fait « Oh là là, attention, j'ai fait une erreur. C'est une louve. » Et en fait, le couple alpha, c'est papa-maman. Et les autres, c'est leurs enfants. Rien à voir avec un groupe d'individus du même âge, de trucs différents. C'est une famille, en fait. Enfin, dans une famille, comme chez les primates, d'ailleurs, des fois, on va avoir... Enfin, pas exactement comme chez les primates, mais dans les familles, il y a souvent des parents qui vont expliquer, qui vont cadrer les enfants au moment où les enfants partent. Bon, ben, il n'y a pas... ça casse pas trois pattes à un canard, en fait. Le truc, il est assez simple. Mais ce truc a été happé par des journalistes et par des coachs en séduction et est parti dans tous les sens pour dire, en fait, il y a le mâle alpha qui est l'homme viril par excellence, est parti mais totalement à l'ouest. Et nous, on est restés biologistes un peu sur le carreau en disant, mais il se passe quoi? C'est comme avec la dopamine, c'est l'hormone du bonheur, on est un peu resté, mais le truc nous a échappé. Ah oui, c'est ça. Avec d'autres personnes qui ne sont pas scientifiques et qui vont utiliser la science comme argument d'autorité. Et c'est vrai que sur la question du mâle alpha, moi j'ai vu passer des programmes de coaching pour hommes à 600 € la conférence, enfin des trucs sur une erreur scientifique en fait. Donc le mec a eu l'honnêteté intellectuelle de dire en fait je me suis gouré, il n'y a plus personne qui parle comme ça dans le monde scientifique, mais voilà. Donc ça c'était, c'est pareil justement, on recadre, on revient. Et ça, je pense que ça peut apaiser beaucoup de personnes d'avoir ces informations-là en fait. Merci. Merci à toi. On a beaucoup parlé. Donc en tout cas, tu as beaucoup parlé. Ouais, tu m'as posé beaucoup de questions. Oui, effectivement. Et non, j'ai trouvé ton livre vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment le contexte biologique et puis l'aspect académique et puis le côté aussi pratique. Donc c'est bien aussi d'avoir les fondamentaux et de pouvoir mieux comprendre certains paramètres. Donc en tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci. Pour la suite. Merci. Et je pense qu'il y aura peut-être un nouveau volume après, non? On verra. Chaque chose en son temps. Ok. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Salut. Salut.